Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan et nous voulons vous solliciter ce matin pour essayer de nous permettre de mieux comprendre, on va dire, ce qui s'est passé hier soir, la conférence de presse, une nouvelle conférence de presse de Benyamin Netanyahou dans laquelle il a annoncé, on va dire, il n'a pas annoncé de mesures de restrictions particulières, mais il a mis en garde les Israéliens face à une remontée, on va dire, du nombre de malades. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est véritablement le critère déterminant, le nombre de malades? Il a parlé de plus de 200 malades en plus de 24 heures. Est-ce que c'est le seul critère ou le critère le plus important qui doit déterminer de la politique du ministère de la Santé publique concernant la poursuite des restrictions ou la levée des restrictions? Je dirais que ce n'est pas le critère, mais c'est un des critères. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, on prend en compte évidemment le nombre de malades, mais on prend aussi le nombre, je dirais, d'infections ou le taux d'infection. On en avait parlé un peu sur d'autres médias. En fait, lorsqu'on regarde ce virus, c'est assez, je dirais, infectieux. Il peut infecter des personnes, la moyenne étant à peu près 3 personnes. Chaque personne malade peut infecter 3 personnes. Donc, on voit ce taux d'infection. Plus ce taux est haut, plus on s'attend à ce que le virus se propage de manière exponentielle, c'est-à-dire de manière très très rapide. Donc, c'est un des facteurs qu'on regarde. C'est évidemment le nombre de malades de manière, je dirais, ponctuelle. Mais il faut prendre aussi en compte le nombre de malades graves, il faut prendre aussi en compte le nombre de décès. Mais en fait, ce qu'il faut prendre aussi en compte dans ce type de chiffres, c'est la population qui a été infectée, et savoir aussi que les malades graves, c'est pas tout de suite, c'est pas lorsque l'on voit un début d'infection. Comme on l'a vu il y a quelques mois, ça prend quelques semaines, ou entre 2 et 3 semaines, jusqu'à ce qu'on voit aussi une montée au niveau des malades graves. Alors pour l'instant, cette montée, on ne la voit pas encore parce que le nombre de malades graves est relativement bas. Il est resté relativement stable pendant les 10 derniers jours où effectivement le nombre de malades légers a augmenté. Mais dites-moi si je me trompe, ce qui serait logique de calculer, eh bien, c'est le rapport entre le nombre de tests qui sont effectués et le nombre de malades qui sont détectés. Parce que, quelque part aujourd'hui, le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, a modifié la politique, l'approche de son prédécesseur, et il propose et il a demandé au ministère de la Santé de tester de nombreux malades qui sont asymptomatiques. C'est tout de même différent comme approche. C'est vrai, mais je tiens aussi à dire une chose au niveau du nombre de malades graves. Ça peut prêter aussi un peu à confusion, et c'est ça que les gens peut-être ne voient pas. Lorsque je vois qu'il y a aujourd'hui à peu près une trentaine de malades graves, et que je vois ce nombre qui est stable. En fait, ce nombre prend en compte d'un côté, évidemment les malades stables, mais ce qu'il ne montre pas, c'est que en fait, on a eu 5 malades graves, je parle. Oui. On a eu 5 malades graves qui ont en fait été guéris, mais on a eu 5 nouveaux malades graves de plus. Donc en fait, on fait du 30 moins 5 plus 5, on reste à 30. Mais ça ne prend pas en compte qu'il y a eu ces derniers jours une montée des malades graves. C'est juste par rapport au fait qu'il y a eu des malades graves qui étaient malades depuis quelques mois qui ont guéri. On n'a pas vu cette montée, mais ça, il faut analyser les chiffres. La deuxième chose, évidemment, c'est infime quand on parle de 5 malades graves, alors qu'au milieu de la crise, on nous parlait de 5000 malades sous assistance respiratoire, que l'on est allé acheter des appareils d'assistance respiratoire en Chine parce qu'on n'en avait pas assez, on en avait seulement 3000. Là, on est à 30, 35, c'est tout de même infime. Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a 3 mois, on a commencé aussi avec des chiffres comme cela, et puis on est arrivé à beaucoup plus de malades graves. Donc c'est vrai que entre guillemets c'est infime, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut toujours prendre en compte que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, plus ou moins, au niveau des chiffres. Donc lorsque l'on voit une montée qui s'annonce, il faut l'analyser, il faut aussi prendre des précautions. Maintenant, par rapport à ce que vous demandez au niveau des tests, oui, ça aussi c'est vrai, c'est une excellente question. Du fait qu'on teste plus librement ou plus largement des populations qui sont asymptomatiques, on peut trouver en fait des porteurs du virus qui ne sont pas malades et donc ça fait un peu augmenter les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, si on neutralise toutes ces données, cette montée, c'est une montée réelle.
Maintenant, il faut s'y préparer. Je veux dire, je crois qu'il ne faut pas être inconscient à ce niveau-là ou ne pas prendre les mesures. Il y a des mesures à prendre. Je ne pense pas qu'il faut retourner à un confinement. Je crois que le confinement a beaucoup, je dirais, d'implications et a joué un gros jeu au niveau de l'économie. Donc le confinement, c'est peut-être un problème, mais les gestes barrières, c'est très très important. J'écoutais hier le témoignage, en tout cas les explications du professeur Ben Israël, qui est un expert et qui est une personnalité très connue en Israël et qui est un expert et qui a affirmé qu'il n'y a pas de lien véritablement entre la propagation du virus et le confinement. C'est une donnée et il se base sur, il fait une comparaison, il dressait une comparaison entre la Belgique et la Suède, qui sont deux pays qui ont quasiment la même population que l'État d'Israël, et où l'on voit que la Belgique a fermé ses frontières rapidement et a essayé de contenir le virus, mais n'y est pas parvenu avec un taux de mortalité relativement important, plus de 9000 morts si je ne m'abuse, alors que la Suède, elle, n'avait pas du tout confiné, avait laissé tout le monde continuer à travailler et avait finalement moins de morts, certes beaucoup plus qu'en Israël, mais moins de morts qu'en Belgique. Et donc il se référait sur ces deux pays, cette comparaison, pour dire que le confinement n'a pas d'impact sur la propagation du virus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne dirais pas jusque-là à dire que le confinement n'a pas du tout d'impact sur la propagation du virus, et je crois aussi qu'il faut regarder les courbes. En fait, si on regarde les courbes aujourd'hui de la Belgique et de la Suède, elles sont assez différentes. On voit la courbe de la Belgique qui s'est plus ou moins tassée, on voit la courbe de la Suède qui est en montée constante. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il faut aussi prendre en compte qu'en Belgique, ils ont compté un peu différemment les morts, d'après ce que l'on sait. C'est-à-dire que même des cas qui ont été suspectés, et on parle à peu près d'un tiers de ces morts, même les cas qui ont été suspectés ont été comptés dans le décompte des morts qui sont morts du Covid-19. Donc là aussi, au niveau des statistiques, c'est un peu différent. Et on a vu des pays qui, par exemple, au départ, comme la France, ne prenaient pas en compte les morts dans les EHPAD, mais seulement les morts qui étaient dans les hôpitaux, où on ne prend pas en compte les morts qui sont morts chez eux, etc. Donc ça, je crois qu'il faut être assez prudent. Donc il faut regarder, c'est vrai, les courbes. Est-ce que le confinement, c'est la solution ? Non, je ne pense pas que c'est la solution. Est-ce qu'il a aidé ? Oui, il a aidé. Est-ce que la Suède a fait un bon choix ? Non, je ne pense pas qu'ils ont fait un bon choix. Je crois qu'ils ont été assez laxistes. On verra, je pense qu'on pourra en reparler d'ici 2 mois. Mais est-ce que le confinement, une fois de plus, pour répondre à votre question, c'est la solution ? Non, je ne pense pas que c'est la solution. Je crois qu'il faut revenir aux gestes barrières et être très ferme et très strict à ce niveau-là. Alors, puisque vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan, je voudrais vous poser une question. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent très claire. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse claire, mais tout de même, on va essayer. Est-ce que le virus est moins virulent au Moyen-Orient, au Proche-Orient qu'en Europe ? Non. Moi, mon avis, c'est non. Point à la ligne. Parce qu'en fait, on a des analyses. Il faut savoir qu'en Israël, par exemple, 70% de la population a reçu le virus des États-Unis, 30% de l'Europe. On a fait des analyses génétiques, je parle de manière générale. On ne voit pas de grosses différences à ce niveau-là, au niveau de la composition du virus. Mais il faut prendre aussi, on parle du Moyen-Orient, il faut voir aussi les chiffres des tests. Moins on teste, on le disait tout à l'heure, moins on teste, moins on a de chances de trouver des malades. Et il faut dire que les pays autour de nous ont fait beaucoup moins de tests que nous, ce qu'on a fait. Et puis il y a aussi une question de régime. Hein. Je ne sais pas si en Syrie ou en Irak, le régime est prêt à donner tous les chiffres ou d'autres pays. Donc là, je crois que je ne pense pas sincèrement qu'il est moins virulent. Et puis de plus, on peut voir, je veux dire, la propagation, elle est très claire, la propagation du virus. On a vu donc la Chine, après l'Europe et les États-Unis qui sont montés. Aujourd'hui, on parle de l'Amérique du Sud avec le Brésil qui a dépassé les 40 000 morts hier. Et maintenant, c'est l'Afrique qui nous inquiète. Donc, une fois de plus, il faut être très prudent quand on compare des zones géographiques et savoir comment chaque pays teste et quelles sont les statistiques.
Je voudrais vous demander de nous projeter ensemble vers les prochains mois, parce qu'après l'été, naturellement, par axiome, il y a l'automne et l'hiver. Et cet hiver, Ouais. on craint un rebondissement. Et là, vraiment, une seconde vague de coronavirus qui pourrait être mêlée avec la grippe, la propagation de la grippe également. Comment doit-on se préparer justement à cette période-là? Bon, d'abord, spéculer, j'aime pas trop ça en tant que scientifique, mais Oui. on peut essayer de parler de scénarios possibles. Je dirais comme ça. En fait, 3 scénarios sont possibles. Évidemment, on peut dire que c'est la fin de l'épidémie, bien qu'on voit peut-être des petites recrudescences, et que d'ici cet hiver, c'est fini. Sincèrement, je ne pense pas. On en est maintenant à presque 8 millions de cas vérifiés. Mais si vous me demandez, je pense que le nombre de cas dans le monde est beaucoup plus élevé. Ça peut être du 2-3 fois, même 10 fois plus, et ça dépend une fois de plus comment on teste. Donc ça, c'est un des scénarios, que ça se termine, ça m'étonnerait. Le deuxième scénario, c'est évidemment que ça repart très très vite d'ici quelques semaines, sans attendre l'hiver. Je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on a réussi à freiner et que les gens ont quand même un peu plus de réflexes, ce retour du virus sera plus lent. Et donc, ce qu'on voit maintenant, ce sont des petits rebonds. Et il y a évidemment le retour de cette pandémie, je dirais, cet hiver, qui est très possible, parce que dans un sens, on sait que les coronavirus sont assez actifs pendant l'hiver, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs pendant l'été, vu qu'on voit aujourd'hui que ça remonte, ça c'est un. Donc, comment se préparer? Moi, je suis, dans un sens, je pense qu'une fois de plus, on parlait des gestes barrières, on voit que le port du masque, il y a une super analyse, une méta-analyse de 170 études qui a été publiée dans le Lancet, un des journaux médicaux le plus connu au monde la semaine dernière, nous a montré que le port du masque peut réduire à peu près en moyenne 80% le taux d'infection, la distanciation peut réduire d'un mètre, peut réduire d'à peu près 80%. Donc je pense que les gestes barrières peuvent empêcher ça et peuvent aussi empêcher par exemple la propagation de la grippe. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis un peu moins inquiet au niveau de la grippe parce que je pense que comme en Asie, les gens, ça fait longtemps qu'ils portent des masques, ils ont compris comment se protéger de la grippe. Je pense que peut-être un des services qu'on a à cause du Covid, c'est que les gens seront plus sensibles au niveau des mesures d'hygiène. Ce qu'il va arriver cet hiver, c'est un peu dur à prédire, mais je pense que si on maintient une politique et je dirais une discipline d'hygiène, ça sera pas si grave. Alors, ce que l'on comprend de ce que vous nous dites, c'est que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, eh bien, il va falloir s'habituer à vivre avec, à se déplacer avec un masque, à rester avec la distanciation sociale. Que par exemple, je donne un cas de figure pour les fêtes de Ticherie. Eh bien, dans les synagogues, il faudra être espacé. Il ne pourra pas y avoir de synagogue bondée comme on en a l'habitude pendant les fêtes de Ticherie. C'est exactement comme ça qu'il faut envisager l'avenir. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. C'est une possibilité. C'est sincèrement une possibilité, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos synagogues. Je veux dire. Je suis responsable de la discipline entre guillemets dans ma synagogue et bon, c'est vrai que on a toujours un ou deux sur les 50 qui sont permis à la synagogue qui ne veut pas mettre son masque. Notre synagogue, par exemple, on a acheté nos masques, on a nos gants, on a notre alcool-gel, notre gel alcoolique. On demande poliment à chacun de mettre les masques. En général, c'est bien accepté. Et c'est une chose à laquelle il va falloir s'habituer. Et puis on a vu, en Israël, les minyanim dans la rue. Ça, ce n'est pas personnellement, je suis Cohen, j'ai fait une Birkat Kohanim en plein milieu d'une rue qui est en général bondée à Petar Tikva et c'était assez émouvant, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui étaient autour. Donc c'est une chose, peut-être qu'on aura des minyanim dans la rue. Yom Kippour, ça sera sûrement pas un problème. Donc c'est peut-être des choses à laquelle il faut s'habituer, mais on est encore loin de ça. Je veux dire, on n'y est pas encore. Je crois que cet été va être assez décisif et je pense que même les deux semaines à venir vont nous apprendre beaucoup sur le taux de reproduction du virus et de maladies en Israël. Et en attendant le vaccin, pas de médicaments, pas de hydrochloroquine, etc. Oui, écoutez, il y a plusieurs pistes. Je suis ça de près en fait, vu mon métier. Et ce que je peux dire, c'est comme ça. Jusqu'à présent, en fait, le problème avec les médicaments, c'est que
on peut pas inventer un médicament pour une maladie en quelques mois. C'est impossible. C'est impossible. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'un médicament va prendre plusieurs années. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des médicaments qui ont déjà été approuvés, qui sont déjà utilisés, on connaît leur profil, ce qu'on appelle pharmacologique. Et donc en fait, un peu d'hydroxychloroquine, il y a eu des études pour et contre, même des études qui ont dit que c'était dangereux, des études qui ont dit, une fois de plus, qui ont démontré que ça avait un certain effet, mais ce n'est pas la solution. Donc on peut pas compter sur les médicaments à ce niveau-là. Il y a le Remdesivir de la société Gilead, évidemment, qui a montré qu'il raccourcissait le temps chez les malades graves de maladies de 15 jours à 11 jours, mais ce n'est pas une solution. Les vaccins, on est en train, effectivement, d'avancer beaucoup plus rapidement au niveau des vaccins, et donc il y a déjà quelques pistes. Il y en a qui sont en phase terminale, les vaccins en phase 3. D'ici 3 mois, je pense qu'on aura une meilleure idée de ce qui va se passer, mais une fois de plus, il faudra aussi les produire, ces vaccins. Donc ça va prendre du temps. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très clair. On a bien compris la situation dans laquelle on se trouvait, une situation intermédiaire, on va dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles pour vous. Que des bonnes nouvelles, la bonne santé. Merci beaucoup.